Dominique de Villepin. Bonjour. Bonjour. Journée d'hommage aujourd'hui aux victimes du 7 octobre. 1200 morts, dont 48 Français. Une soixantaine d'otages toujours détenus par le Hamas, dont 2 Français. Et cela un an après l'attaque. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, nous regardent ce matin et qui restent traumatisés par ce qui s'est passé? D'abord, l'émotion et le recueillement devant une tragédie sans précédent en Israël. Vous l'avez dit, une tuerie de masse, des tortures, des exactions, des viols, des otages. Et c'est une tragédie. Ah ouais, Dominique de Villepin qui parle de viol lui aussi, ok, what the fuck, surprenant. Qui dure, qui dure tous les jours depuis le 7 octobre pour tous les Israéliens, pour tous les Juifs à travers le monde. Il faut le comprendre comme il faut comprendre cet incroyable traumatisme qui a 2 dimensions. D'abord, réactiver des traumatismes très anciens qui se situent dans l'histoire même du peuple juif. Depuis les pogroms d'Odessa, de Chisinau, la Shoah, le massacre d'Hébron. Et puis, une autre dimension qui est celle d'un État qui a été construit au lendemain de la guerre, porté sur les fonds baptismaux par la communauté internationale, par l'ONU, et qui a fait défaut ce jour-là, qui ne s'est avéré incapable de remplir son rôle d'État-refuge. Et ça, c'est un nouveau traumatisme pour tous ceux qui ont cru trouver là un havre de paix, une protection face aux démons de l'histoire. Donc, prendre la mesure de cela, mais en même temps, je crois, nous interroger, et nous interroger tous, quelle que soit notre confession, aujourd'hui en France. Première interrogation, peut-on aujourd'hui pleurer les morts? Doit-on les pleurer chacun de notre côté? Peut-on les pleurer ensemble? Et pleurer les Israéliens, les tous Palestiniens, les morts, et pleurer Libanais. Tous les morts. Car depuis le 7 octobre, nous avons vu d'autres tragédies se nouer. Bah oui, merci de le dire, merci. Deuxième question, peut-on écouter la parole de l'autre sans la caricaturer, sans se livrer à la calomnie et au mensonge? Troisième question essentielle, peut-on tirer les leçons du passé? Peut-on tirer les leçons de l'histoire? Cela fait 25 ans que notre planète livre les mêmes combats, en commettant les mêmes erreurs. Il nous faut ouvrir les yeux. Et puis enfin, puisque nous, Français, sommes unis par une même vocation, est-ce que l'on peut ensemble se retrouver sur une parole et sur une action de la France qui nous amène tous à contribuer à la paix et à la justice dans le monde? Mais c'est un jour particulier, Dominique de Villepin. Oui, bien sûr, c'est particulier. Le 7 octobre, journée de commémoration. Est-ce qu'on peut faire abstraction en cette journée-là particulière de tout ce qui s'est passé après? Eh bien non, bien sûr. La mémoire, nos mémoires, elles sont des mémoires partagées. Nous ne pouvons pas dissocier les événements, nous ne pouvons pas mettre d'un côté les images des uns et oublier les images des autres. Nous sommes une même humanité. Et bizarre la question. C'est peut-être là le drame le plus terrible depuis le 7 octobre. C'est de voir trop d'entre nous s'enfermer dans leur douleur en ignorant la douleur de l'autre. Il n'y a qu'une douleur, qu'une humanité, qu'une souffrance, et il n'y a qu'une façon de la combattre. Vous avez parlé, Dominique de Villepin, d'une parole unifiée des Français. Je voudrais vous faire entendre ce qu'a dit Emmanuel Macron ce week-end à propos des livraisons d'armes à Israël. Il a demandé, chez nos confrères de France Inter, la fin des livraisons. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas. Et maintenant, notre priorité est aussi d'éviter l'escalade. Je considère qu'au-delà de ça, le peuple libanais ne peut pas à son tour être sacrifié. Et le Liban ne peut pas devenir un nouveau Gaza. Vous l'approuvez, Dominique? Macron, il a pris tellement une sauce sur Twitter ce week-end, et même diplomatiquement parlant, parce qu'il y avait plein de personnes, plein d'hommes politiques qui ont dit « Mais Macron, il est fou, quoi. Faut continuer à livrer des équipements pour les avions de chasse, pour les armes automatiques, etc., etc. » Macron, il s'est réveillé un an après,
Ok, bon, il s'est réveillé un an après, bizarre. Mais attention les mecs, hein, moi je tombe pas dans ce genre de piège. Hein. Pour une fois qu'il a raison, les gars, tombez pas dans ce genre de piège. Parce que, ok, c'est une posture de Macron, mais derrière, je pense que ça va continuer à livrer des équipements pour Israël, pour financer encore son armée, etc., etc. Les mecs, la politique, c'est que des menteurs, les mecs. C'est que des menteurs, la politique, les gars. Vous allez voir. En plus, le mec, il se réveille un an après, en plus. Un an après. À un moment donné, mon gars, il va falloir agir. Et le pire dans tout ça, c'est que, regardez, ça me donne raison. Il a quasiment rétropédalé. En parlant de, ce sont des amis indéfectibles ou je ne sais pas quoi, des amis de longue date, on sera toujours à vos côtés. C'est des vicieux, ces mecs. C'est des vicieux. C'est des vicieux, ma gueule. Regarde, il a rétropédalé un petit coup de pression et hop. Alors qu'on est la France. On n'est pas n'importe quel pays quand même, on est la France. Elle est où notre diplomatie? Elle est où? Il est où notre ministre des Affaires étrangères pour essayer de, je sais pas moi, de parler correctement, parler français, parler bien, parler fort, de manière courageuse? Je sais pas. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Et toi, tu détiens la vérité, évidemment. Alors, quel est l'intérêt de mettre ce genre de message sur mon stream? À part juste me faire chier, genre. À part me faire chier, quel est l'intérêt de mettre ce genre de message? Genre vraiment, genre je dis la vérité, vraiment. Quel est l'intérêt? Le premier ministre israélien, il a dit... Ouais, j'ai vu le message qu'il a dit. Il a dit que la France aura honte après la victoire d'Israël sur ses agresseurs. Mec, c'est une folie, hein. La France aura honte. Frérot, s'il te plaît, la France aura honte de quoi? C'est quoi ce bordel? C'est dinguerie. Ah, et toi, t'es bonne, toi. Je sais pas de me prendre la tête. De Villepin. La France ne peut pas ne pas agir. Elle est concernée par tout ce qui se passe là-bas, en Israël, à Gaza, et bien sûr au Liban. Vous connaissez les liens qui nous unissent à ce pays. Et le président de la République parle à partir d'une expérience immédiate que nous avons vécue, que la diplomatie française a vécue, qui est celle de ce rendez-vous de l'Assemblée générale des Nations unies où les Américains et les Français, ensemble, avec le soutien d'une très large partie de la communauté nationale, ont porté une demande de cessez-le-feu pour essayer de mettre fin au supplice des Palestiniens à Gaza et essayer de faire revenir les otages. On parle d'une centaine, peut-être moins. Merci, le puisque c'est l'attente de tout un peuple aujourd'hui en Israël. Et cet espoir, il a été trahi, puisque quand Benjamin Netanyahou est arrivé, il avait pris l'engagement d'annoncer ce cessez-le-feu, et cet engagement n'a pas été tenu. Mais sur la question des livraisons d'armes. J'y viens. Cet effort de paix français, il n'a pas pu aboutir. Et le président de la République française a tenu et a eu raison de dire que quand on appelle à un cessez-le-feu, on ne peut pas dans le même temps livrer encore des armes qui créent la mort alors que celle-ci s'avère aujourd'hui inutile à Gaza. Pourquoi? C'est donc un message adressé aux Américains. C'est un message adressé aux Américains, c'est un message... D'ailleurs, il est dans une En fait, Macron, il était un peu dans une cohérence parce que j'ai vu ce matin, après c'est les propos des Israéliens, hein, je crois que c'est un colonel, il a annoncé que la branche armée du Hamas est vaincue. C'était ses mots. La branche armée du Hamas est vaincue. Du coup, on peut continuer à négocier un cessez-le-feu, c'est fini. Là, on peut dire que les objectifs militaires des Israéliens, entre guillemets, l'objectif est accompli. Donc Macron, il est dans sa cohérence quand il dit d'arrêter de livrer des armes pour Gaza. Hein. En plus, Macron, il a parlé pour Gaza. Il a même pas parlé du Liban, alors que évidemment, il aurait pu le dire. Il est dans sa cohérence, il a parlé de Gaza. Le lendemain, on a un colonel israélien qui dit que la branche armée du Hamas est vaincue. Bah du coup, Macron, il est dans sa logique. Bon après, je vais pas être l'avocat de Macron ce soir, je vous le dis les mecs, hein. Je ne serai pas son avocat. Macron, tu n'auras pas cette fumée, je te le dis mon gars, hein. Je te le dis. Hein. Message adressé aux Israéliens, attention. Qu'à un moment donné, la conscience internationale n'en peut plus de cette impuissance. Elle doit agir. Et les dirigeants militaires israéliens le disent tous les jours. Une grande partie de la classe politique, une grande partie du peuple, qui est qu'aujourd'hui à Gaza, il n'y a plus rien à détruire. Aujourd'hui, le cessez-le-feu est possible. L'armée. D'ailleurs, ils ont fait une stat, c'était l'ONU, je crois.
je crois que c'est l'ONU, 96% des écoles dans la bande de Gaza sont détruites. 96% des écoles, les mecs, rendez-vous compte. C'est-à-dire que la transmission du savoir va être compliquée pour les jeunes générations. Lire, écrire, compter, compliqué. Faire des calculs complexes, compliqués. Donc là, Israël, ils sont dans leur logique d'exterminer aussi l'intelligence, l'intellect, la transmission du savoir de Palestiniens à Palestiniens. Genre vraiment, c'est aussi un génocide des cerveaux, les mecs. Hein. C'est triste à dire, mais ils ont tout détruit, genre tout détruit. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. La sécurité d'Israël, la branche armée du Hamas est vaincue. La sécurité est vaincue. La sécurité d'Israël Une n'est annihilation pas en culturelle, danger à ouais. partir de Gaza. Mais les otages ne sont pas de retour. C'est l'argument donné par Benyamin Netanyahou. Les otages ne sont pas de retour, et c'est bien pour ça que le cessez-le-feu doit permettre cette libération des otages. Donc, la diplomatie française, aujourd'hui, elle cherche à trouver le moyen d'arrêter ces massacres dans la région. À Gaza, et bien sûr, au Liban, où un engrenage, le même engrenage que celui que nous avons connu à Gaza, est en train de se reproduire. Et donc, dire il faut arrêter de livrer des armes. Nous le disons, nous Français, il se trouve que nous n'en livrons pas, si ce n'est quelques composants. Et nous serions plus forts en le disant avec les Européens. Et c'est là où je pense qu'il faut aller plus loin et parier sur la politique. Car voyez-vous, Exactement, quand on veut je suis régler un d'accord avec conflit, ton message. on peut, bien sûr, dans un premier temps, utiliser la force, avec mesure, avec proportion. Mais on ne peut pas aboutir et aller vers la paix sans utiliser la politique et la diplomatie. Mais parier sur la politique, ça veut dire quoi compte tenu de l'état de la classe politique en Israël, de l'absence d'État au Liban. Eh bien justement. Et c'est là où Merci Samuel pour le seul. Le président Macron dit, Merci mon gars. et j'aimerais que ce soit dit aussi entre Européens, à un moment donné, ne livrons pas des armes qui n'ont pas vocation à assurer la sécurité d'Israël, mais qui ont malheureusement pour conséquence de créer aujourd'hui la mort à Gaza et la mort au Liban. Et N'empêche, les gars, petite parenthèse vite fait, hein, parce que j'ai vu aussi une info comme quoi les Israéliens, ils ont finalisé la réponse contre l'Iran. Ils veulent viser des infrastructures, genre même pétrolières, mais attention quand même, parce que la Chine est un très gros client, un gros acheteur de pétrole iranien, parce que vous savez qu'il y a un blocus, je crois qu'il y a un embargo sur le pétrole en Iran imposé par les États-Unis, suivi par l'Union européenne des années après, et il me semble que c'est les Chinois qui achètent une grosse partie du pétrole aux Iraniens. Donc peut-être que les Chinois, ils auront leur mot à dire, les mecs, par rapport à ça. Hein. S'ils détruisent les infrastructures pétrolières de l'Iran, ça va barder. Ça va barder. Ils vont jamais taper les infrastructures pétrolières, ce sera que du militaire. J'espère, j'espère. Moi, je ne veux rien du tout, moi. Mais j'espère que ça va juste pas avoir une escalade et que les Chinois, ils vont rentrer dans la danse, hein. Et prenons nos responsabilités sur le plan politique. Ouais, le ça fait président a 40 ans, toujours dit qu'il fallait, dans un exactement. processus, 40 ans. reconnaître l'État palestinien. Tous les efforts qui ont été tentés, tous les processus de paix qui ont été lancés l'ont été sur une base qui est, à la fin du processus, on reconnaîtra l'État palestinien. D'abord, franchissons un certain nombre d'étapes. Je dis aujourd'hui solennellement, comme beaucoup de gens à travers le monde, la première étape du processus, c'est de reconnaître l'État palestinien. Pourquoi ? Parce que Israël doit montrer à tous qu'il a un objectif politique. Que le but, ce n'est pas la guerre, toujours plus de guerre. J'entends ces phrases terribles. Il faut terminer le travail. Il faut aller jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout de quoi ? La guerre n'est pas une fin. La guerre dans laquelle est engagé Israël aujourd'hui est une guerre sans fin. Reconnaître l'État palestinien, c'est abdiquer, c'est favoriser le Hamas. C'est ce que disent Benjamin Netanyahou, le gouvernement d'extrême droite en Israël, les partisans de ce gouvernement-là. Que fait Israël depuis un an, si ce n'est de réduire ce Hamas? De quoi parle-t-on? Puisque la victoire d'Israël sur le Hamas crée la situation d'aujourd'hui, et tous les dirigeants militaires du renseignement israélien le disent, le Hamas ne constitue plus une menace pour Israël. Écoutez, eh bien, tirons-en les conséquences.
Mais alors, Aujourd'hui, justement... on crée un État palestinien, mais avec quel interlocuteur? Eh bien, avec le Hamas? Mais vous savez, les interlocuteurs, ils ne peuvent pas naître dans la guerre. Les interlocuteurs, ils peuvent naître à partir du moment où on lance un processus. Aujourd'hui, il faut donner les moyens sur les bases actuelles de l'autorité palestinienne à des interlocuteurs de surgir pour justement se substituer. Parce que le Hamas va repousser. Il va repousser dans les esprits, il va repousser dans les cœurs. Donc, encourageons aujourd'hui une réponse politique à partir de l'autorité palestinienne qui puisse avoir une responsabilité non seulement sur Gaza, parce qu'il faut bien sûr... D'ailleurs, parenthèse, les mecs, hein, la meuf, elle demande des interlocuteurs crédibles, etc., des intellectuels politiques, ok, mais ils sont aussi emprisonnés en Israël, les mecs. Il y a beaucoup de prisonniers politiques en Israël. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont une intelligence diplomatique pour correctement parler, faire le processus, avoir une démocratie. C'est impossible. Israël a tout balayé, a tout détruit, tout emprisonné. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. La journaliste, elle est bête. Hein. Ah, franchement, le journaliste aujourd'hui, c'est compliqué, les gars. Ah, vraiment. Il faut combler le vide sur la Cisjordanie, sur Gaza, sur Jérusalem-Est, et qui pourra alors impliquer tous les États arabes modérés de la région, qui appuieront ce processus, à la fois par une force d'interposition, à la fois en engageant la reconstruction. Mais voyez-vous bien, ce n'est pas la même région. S'il y a une lumière au bout du tunnel, s'il y a un espoir qui est donné à ça bug. La possibilité d'offrir aux Palestiniens un État qui est la grande injustice commise au lendemain de la guerre, ou si nous continuons à faire parler les armes, parce qu'alors elles ne s'arrêteront pas. Reconnaître un État palestinien, c'est-à-dire aussi tous les colons qui se trouvent en Cisjordanie, il faut qu'ils partent. Quelle est la situation aujourd'hui en Cisjordanie? Nous voyons tous les mois des centaines... Les colonies progressent. Les colonies progressent et elles progressent à la faveur justement des combats à Gaza et des combats au Liban. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ça l'image qu'Israël veut donner de son désir de paix, d'annexer, d'éliminer? Le général de Gaulle, il a tout dit en 1967. Il y a un cycle mortel qui se déroule à partir de l'occupation, qui conduit à la répression, qui conduit à l'exclusion. C'est un cycle. Je trouve ça tellement sous-coté, les mecs. C'est pas assez médiatisé ce qui se passe en Cisjordanie, les mecs. Hein. En Cisjordanie, il se passe des trucs de fou avec la colonisation qui continue encore. Et c'est interdit. L'ONU a dit que les colonies israéliennes sont illégales. Il faut les démanteler. La France a condamné. L'Union européenne a condamné. Et il n'y a pas assez de médiatisation de ces histoires-là, genre. Ça continue en invisible. Ça continue en invisible, les mecs, et à un moment donné, ça va péter aussi, hein. Ça va aussi péter, ça va péter, genre. Que nous connaissons par cœur et qui conduit à avoir toujours plus de violence. Eh bien, il est très important, aujourd'hui, d'enclencher un cycle d'espoir, un cycle de paix. Et ce n'est pas à être naïf que d'imaginer que les armes ayant parlé, et ces organisations, qu'il s'agisse du Hezbollah ou qu'il s'agisse du Hamas, ayant été détruites ou en tout cas considérablement affaiblies. Ces organisations qui continuent à réclamer la destruction d'Israël. Mais justement. C'est quoi le débat qu'on a sur le chat là? J'ai pas envie de me prendre la tête ce soir, les mecs. Hein. J'ai envie de ban. C'est qui là? C'est qui ce mec là? Je comprends pas. Lâche le clavier. J'ai pas envie de me prendre la tête. Hein. Si vous voyez des messages problématiques, les gars, vous me dites, moi je ban à l'aveugle. Nique sa mère. Hein. Là, j'ai pas envie de me prendre la tête ce soir, je vous jure. La doux rancure, là, c'est quoi? C'est qui ce mec, là? Nous voyons bien que si nous ne transformons pas la situation actuelle en une situation de perspective politique, eh bien les armes ne cesseront pas de parler. Parce que la guerre contre le terrorisme, et c'est quelque chose que nous savons depuis 25 ans, la guerre contre le terrorisme ne peut pas se gagner uniquement par la force. Donc il y a là le piège qui se referme aujourd'hui sur Israël. Et la question qu'il faut se poser en cette commémoration, c'est bon, je les banne. Est-ce qu'Israël est plus en sécurité aujourd'hui qu'il y a un an ? Est-ce qu'on peut considérer que dans ce Moyen-Orient qui est à feu et à sang, il y a plus de perspectives, d'espoir
pour Israël. Et c'est là où il faut prendre en compte la composante personnelle de Benjamin Netanyahou. Et on va en parler juste après le fil info. Globalement, Doflam, ce qui se passe en Palestine, en France, on n'entend parler que quand il y a des gros drames impliquant des Israéliens, bien sûr. On n'avait pas entendu parler de la Palestine depuis l'été 2014. Mais en plus de ça, là où je peux compléter ta phrase, enfin ton texte, à chaque mort de soldats israéliens, les gars, c'est breaking news sur BFM TV, France Info, CNews, etc. Hein. C'était putain de breaking news, ma gueule. Hein. C'est... Vraiment, c'est affolant. C'est affolant. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas comment fonctionnent les médias français. Vraiment, ça me dépasse. Je suis dépassé. Puisqu'il est 8h46, vous êtes avec nous pour encore un... Vas-y, le fil info, on s'en fout. On va regarder ça tout à l'heure. Je suis dépassé. Parce qu'on a entendu ici même certains de nos interlocuteurs Merci Sarah dire pour que le compte seul. tenu de la supériorité Merci, militaire d'Israël, ils espéraient que Benyamin Netanyahou prendrait ses gains, c'est-à-dire qu'il chercherait une paix à son avantage. Un an après le début de cette guerre, c'était se bercer d'illusions. Je le crains. Je le crains, il ne faut pas désespérer. Réveille-toi, Dauphin, comment ça, réveille-toi La diplomatie est faite pour continuer à faire pression. Et le président de la République, de ce fait, a raison de faire cette pression. Benyamin Netanyahou n'a aucun intérêt à la paix. Benjamin Netanyahou est l'homme qui est accusé aujourd'hui d'être responsable, le premier responsable de la tragédie du 7 octobre. Et c'est évidemment une accusation qui est extrêmement lourde à porter, qui est insupportable. Côté israélien, hein, parce que la responsabilité... Côté israélien, bien sûr. Face à cela, il nourrit le rêve d'effacer cela en devenant l'homme qui aura définitivement assuré la sécurité d'Israël, toute la sécurité d'Israël, sur tous les fronts. Il y a 7 fronts aujourd'hui où Israël peut se sentir menacé. Et le faire, j'allais dire presque tout seul. Il y a là, évidemment, quelque chose d'inouï. Et en voyant les succès tactiques remportés par Israël au Liban, on peut se dire, mais et si ça marchait? Et si Benjamin Netanyahou parvenait à recomposer, réinventer le Moyen-Orient, qui était le rêve absurde des néoconservateurs, ça ne peut pas marcher. Fait au lendemain de 2001. Mais ça ne peut pas marcher du tout. Et ça ne marchera pas une nouvelle fois. Parce que la guerre ajoute à la guerre. Et si la guerre ne répond pas à une stratégie, à une vision, eh bien, elle se nourrit elle-même et elle nourrit toujours plus de haine et plus de violence. Dominique de Villepin, vous avez entendu la réponse de Benyamin Netanyahou à l'appel d'Emmanuel Macron de cesser les livraisons d'armes à Israël. Il a dit honte, honte à ceux qui appellent à cesser les livraisons d'armes vers son pays, parce qu'il a multiplié les fronts. Lui enlever ses armes aujourd'hui, c'est le condamner à perdre. C'est vraiment comme ça que vous voyez, c'est un perdant et un vainqueur, c'est vraiment ça, c'est ça le... Je comprends pas, putain, mais waouh, oh là là là. Quand je vous dis les mecs tous les jours que j'aimerais bien que Twitch devienne un média alternatif crédible, genre, j'aimerais bien. C'est son dos après, mais oui, mais il y a pas que les armes, il y a pas que la guerre, il y a aussi la voie diplomatique pour résoudre l'affaire, pour l'affaire au Middle East, genre c'est grave, franchement. J'en peux plus, hein. Je n'en peux plus les mecs. Bon après j'ai besoin de ces médias-là comme support pour essayer de les débunker. J'en ai besoin. J'en ai besoin. C'est le condamné à perdre, c'est surtout l'obliger. J'en ai besoin de ces médias de cons là. Putain. Et à s'engager dans un chemin qui ne peut pas être seulement celui de la force. Au lendemain du 7 octobre, nous avons tous reconnu le droit d'Israël à assurer sa sécurité et à se défendre. Mais ce droit, c'est pas un permis illimité de bombarder, d'intervenir, je te jure, c'est nous les médias la sécurité des pays voisins. Cela doit se faire dans le cadre d'une responsabilité. Et aujourd'hui, Israël est engagé dans un processus qu'elle ne maîtrise plus. Merci Potran pour les 16 mois, merci. Et nous sommes à quelques jours peut-être de représailles d'Israël sur l'Iran. On voit bien la possibilité d'enflammer toute cette région. Et on voit bien pourtant, à côté de cela, à quel point il y a des possibilités sur le plan diplomatique. Puisque
l'Iran qui veut protéger la possibilité d'un programme nucléaire, eh bien l'Iran ne veut absolument pas céder à cet engrenage. Pas plus que le Hezbollah, qui continue à exprimer sa solidarité vis-à-vis du Hamas, ne veut fondamentalement se mettre en danger. Et il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Égypte, qui sont prêts aujourd'hui à avancer dans le cadre d'un processus de paix. Et je trouve tout à fait regrettable que Benjamin Netanyahou veuille corriger en quelque sorte la situation de la région par la force, alors qu'il y aurait aujourd'hui d'autres possibilités. Ça fait des mois qu'il y a des alertes de la communauté internationale. Ça fait des mois, par exemple, qu'Emmanuel Macron appelle à un cessez-le-feu à Gaza, bon, aujourd'hui au Liban. Il y a un Palestinien sur BFM. Vas-y, on va écouter après. Mais là, nous passons des paroles aux actes. Et c'est pour ça que je le dis bien, l'Union européenne a une responsabilité. Mais c'est quoi les actes alors? Pourquoi personne, par exemple, on peut se poser la question, pourquoi personne ne parle de sanctions, par exemple? Les sanctions font partie des choses qui peuvent être faites. L'idée et la limite de ce que nous disons, de ce que nous faisons, c'est le sentiment qu'on pourrait donner de porter atteinte à la sécurité d'Israël. Et on voit bien que Joe Biden n'est pas sorti de cette ambiguïté-là. Il est toujours rattrapé par la manche et donc impuissant. Je crois que le dialogue que nous devons avoir aujourd'hui avec Benjamin Netanyahou doit être une grande clarté. Et ça devrait être les termes mêmes employés par l'Union européenne, qui est que nous ne pouvons plus cautionner les massacres qui se déroulent dans cette région et qui mettent en danger la région tout entière. Il y va de notre crédibilité. Il y va aussi de notre sécurité. Car ce qui se passe là-bas n'est pas sans conséquence sur ce qui se passe ici. Et le rêve chimérique de Benjamin Netanyahou, nous ne pouvons pas l'accompagner. Donc, assurer et garantir la sécurité d'Israël, bien sûr, pas accompagner l'aventure aujourd'hui. Lui dit tout l'inverse. Lui, il dit ce que je suis en train de faire, tous les combats que je suis en train de mener aujourd'hui, c'est pour vous défendre, vous, occidentaux. Alors ne me lâchez pas. Qui peut le croire? Benjamin Netanyahou essaye de se présenter en représentant de la civilisation face à la barbarie. Qui peut le croire? On n'a jamais raison tout seul. Et on n'a jamais raison avec le seul emploi de la force. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou reprend ce que les Américains ont essayé de faire après le 11 septembre. Qu'est-ce qui s'est produit après le 11 septembre? Le chaos en Irak. Le chaos. Un État failli en Syrie. Mehdi. Un État failli en Libye. Toutes ces interventions sèment le chaos et la mort. Et ça veut dire quoi, cela? Plus de terrorisme. Alors, dans l'esprit de Benjamin Netanyahou, il y a une idéologie, qui est d'ailleurs celle déjà de son père, qui est la pérennité de ce combat, la pérennité de la guerre, tous les discours et les écrits de Jabotinsky. Cette idéologie, elle est mortelle pour tout le Moyen-Orient. Et je reprends les termes de Thomas Friedman, le grand journaliste américain dans le New York Times. Quand on a un ami qui est à la veille de faire une énorme bêtise, qui est ivre, qui veut prendre les clés de sa voiture, eh bien on l'empêche. Benjamin Netanyahou ne peut pas, au nom d'Israël, aujourd'hui, engager Israël dans la situation de peut-être ne jamais retrouver ses otages. Et il ne peut pas engager Israël dans cette voie sans issue, qui est celle d'une guerre sans fin. Il y a un minimum de responsabilité, et cela, c'est notre responsabilité à tous, et c'est pour cela que je pense... C'est une dinguerie, Nélan, exactement. Le discours le plus sensé, le discours le plus basé, nous vient d'un mec de droite. La droite bien chiracienne, hein, putain. Que personne ne peut dire je soutiens inconditionnellement Benjamin Netanyahou, non. Aujourd'hui, il est temps, en conscience, de dire tout cela ne peut pas être fait en notre nom, tout cela ne peut pas être fait sans raison, tout cela ne peut pas être fait sans conscience. La communauté internationale a une responsabilité et le veto américain aux Nations Unies, aujourd'hui, ne peut pas se justifier. N'empêche, les mecs, depuis l'année dernière qu'on écoute Dominique de Villepin sur chacune de ses apparitions à la télé, moi j'avais toujours pensé qu'il n'allait plus jamais revenir sur BFM, sur comment ça s'appelle, sur France Télévisions, etc. Je crois que d'ailleurs ça fait un moment qu'on l'a pas revu sur CNews, hein. Je crois qu'on l'a plus revu sur CNews depuis, hein. Mais je pensais qu'ils allaient ils allaient fermer les portes en mode non, on veut plus entendre parler de ce mec-là parce que il est un peu pro-palestinien pour nous. Mais au final, il continue encore à être invité, hein. Il relève le niveau, ouais. Il relève le niveau, mais il continue à être invité parce qu'il a une voix juste, il a un discours basé et nuancé. Donc franchement,
Je vais sucer un peu, mais merci. Merci France Télévisions. Merci France Télévisions de pas mettre à ce mec-là de parler à la télévision. Mais je vais pas trop vous sucer, les journalistes. Hein. Je ne vais pas trop vous sucer, attention. Hein. Attention. Devant les peuples, cette responsabilité doit s'exercer. Et de ce point de vue-là, le président Macron, qui est aujourd'hui, je le vois bien, dans une situation extrêmement difficile parce qu'il est attaqué de toutes parts. Mais déjà aussi dans le pays. Eh bien, c'est pour ça, bien sûr dans le pays, et c'est pour ça que si vous voulez faire l'unité des Français, il faut le faire avec une diplomatie ambitieuse et exigeante. Mais pardon, sans quoi nous verrons fleurir dans notre pays les drapeaux de toutes les communautés, de tous les États qui sont aujourd'hui en guerre, alors que le drapeau qui dit tout, le drapeau pour lequel nous devons nous battre diplomatiquement pour faire avancer la paix, c'est le drapeau français. Moi, je veux que la France soit plus présente dans le chaos du monde. Je veux que la France puisse parler au monde entier et agir. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, avec nos amis allemands, il faut tenir une parole courageuse. La culpabilité... Il y a un peu un discours impérialiste, non? Je sais pas, c'est bizarre. Il y a un peu d'impérialisme dans ce discours-là, monsieur de Villepin. Doucement quand même. Hein. Ressentent nos amis allemands vis-à-vis d'Israël. Je la comprends parfaitement. Il y a une dette. Mais... la culpabilité ne fait pas une diplomatie. Mais cette parole ne fait pas l'unanimité ici en France. Des Français comme Bernard-Henri Lévy, par exemple, disent que ces prises de position trahissent chez vous une haine des Juifs. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je vous ai répondu, vous m'avez écouté. Tout le monde m'a écouté depuis un an. Cherchez un mot, cherchez une parole qui soit répréhensible de ma part ou qui puisse aller dans ce sens. Non, ma parole dérange. Elle dérange sur le fond. Qu'on argumente avec moi, qu'on ne soit pas d'accord avec moi, je le comprends, mais qu'on essentialise ma parole, qu'on essentialise ma personne, même sur le plan physique, ça, je ne peux pas l'admettre. T'as raison, frère. Et donc, remettons les pendules à l'heure. Écoutons les uns les autres. Cessons. Moi, je pense que tu mets Dominique de Villepin dans une cage avec BHL. Je pense que BHL, il finit en sang, frère. Il finit en sang, ma gueule. Je pense qu'il lui casse la gueule, même s'il il aura peut-être ses côtes brisées et son dos cassé, parce que vas-y, il est vieux, miskin. Je pense que BHL, il se fait manger sa mère, hein, vraiment. Et de ce point de vue-là, alors là, je le dis à vous solennellement, vous les journalistes, vous avez une responsabilité majeure en ne laissant pas accréditer sur les plateaux des choses fausses. On ne laisse pas colporter sans rien dire des calomnies et des mensonges sans vérifier les faits. Il a raison. À ce qui a été dit sur vos relations avec le Qatar, par exemple. BFM TV, par exemple, en son temps, il y a quelques mois, a parlé de domination financière juive. Je n'ai jamais employé ce terme. Bernard-Henri Lévy et d'autres intellectuels parlent de dénonciation par mois de la domination financière du sionisme international. Je n'ai jamais employé ce terme. On parle de guerre génocidaire. Je n'ai jamais employé ce terme. Tous les termes que j'emploie aujourd'hui sont ceux que j'ai employés au lendemain du 7 octobre et je n'ai jamais varié. Et on voit bien aujourd'hui que les attaques se font sur la base du mensonge. Et je renvoie donc tous ceux qui sont censés être des philosophes, des intellectuels, à la responsabilité vis-à-vis de la communauté nationale qui est la leur. Mais il s'en bat les couilles, gros, c'est un sioniste de merde. Désolé, Dominique de Villepin, mais tu as demandé à BHL de faire preuve de nuance. Tu demandes ça à BHL. Mais t'es un ouf, toi, philosophe. Mais t'es un ouf. Frérot, c'est des fils de pute, ces mecs. C'est tous des fils de pute. Jamais ils vont te dire ah, t'as raison. Ah, je vais être un peu plus nuancé. Ah, je vais faire un peu attention. Ils s'en bat les couilles, ma gueule. C'est juste des propagandistes à la solde d'Israël, c'est tout. Il y a plus d'éthique, ma gueule. Putain. Il s'adresse aux auditeurs. Moi, je pense qu'il s'adresse surtout à tous ces pro-sionistes, les mecs, hein, vraiment. Hein. C'est important. Oui, Dominique de Villepin, sur un tout autre sujet. Elle concerne l'Algérie. Abdelmajid. Ah, ça, c'est un beau commentaire, ça. Il demande à la friseur d'être sympa. Vraiment. Hein. Il demande à la friseur d'être sympa. Oublie, frère, oublie. Oublie, Dominique de Villepin. Laisse tomber, ma gueule. Laisse tomber, gros. Ça marche pas. Majid Tebboune, le président algérien, refuse de mettre un pied en France pour une visite officielle. Dans une interview, le président algérien a accusé la France de génocide pendant la colonisation. Il a aussi évoqué l'accord de 68, les accords de 68 qui octroient un statut particulier aux Algériens en matière de droit de circulation, de séjour et d'emploi en France. Il dit c'est devenu un étendard derrière lequel marche l'armée des extrémistes de droite en France qui cherchent donc à l'abroger. Comment on réagit à cela? Comment doit réagir la France aux propos du président algérien? Cela fait malheureusement de longs mois
pour ne pas dire années, que l'on voit la relation avec ce grand pays, ami, frère, qu'est l'Algérie, se dégrader jour après jour. Et de dégradation en dégradation, on en vient à des accusations qui, évidemment, dépassent, et de loin, toute réalité. Qui est, en regardant en arrière, et ce travail, il est fait par de nombreux historiens, des crimes de guerre, voire même des crimes contre l'humanité, c'est une chose. Revenons à la mesure. Pourquoi ? Parce que la tentation aujourd'hui, ici en France, c'est de faire de l'Algérie le bouc émissaire d'un certain nombre de nos problèmes, et c'est particulièrement Ouais, ça c'est vrai ça. Et ça c'est CNews. En vrai, CNews, les informations en sont pour quelque chose, mais Macron, depuis son quinquennat, il a dégradé les relations avec l'Algérie. Encore une fois, les mecs, on est dans la continuité de la diplomatie, qui est nulle à chier, les mecs, hein. La diplomatie est nulle à chier. Jusqu'en Algérie, ma gueule, on a des problèmes avec les Algériens. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On est dans cette continuité-là. La diplomatie qui est aux abonnés absents, encore une fois, toujours et encore. Vrai en matière d'immigration. Voilà. L'Algérie n'a pas apporté cela. Et nous avons à trouver avec les Algériens des réponses et des solutions. Le président de la République a voulu renouer avec le Maroc en acquiesçant sur la souveraineté marocaine du Sahara occidental. Nous aurions dû faire tout cela dans le cadre des Nations Unies et en liaison avec l'Algérie. On ne peut pas aujourd'hui faire avancer un règlement diplomatique de quelque question que ce soit sans le faire avec tous. Et sur l'immigration, vouloir brandir aujourd'hui le symbole de la... Ouais, Sarah Knafo, d'ailleurs, elle a gagné son procès, je crois, hein, parce que l'Algérie avait porté plainte contre Sarah Knafo et l'Algérie a été déboutée par rapport à cette plainte. Genre, il y a eu un non-lieu par rapport à ça. Mais c'est vrai que la polémique était partie de Sarah Knafo qui avait parlé de des fameux 800 millions d'euros à l'Algérie. Ça avait dégradé les relations parce que ça a été démenti par l'Algérie. Ça a été démenti aussi par les débunkers en France. Vraiment, l'extrême droite, c'est vraiment un putain de virus, les mecs. Hein. C'est l'extrême droite aussi qui dégrade nos relations avec l'Algérie. Hein. Même si Macron, il y est pour quelque chose, les médias et les politiques d'extrême droite... ils dégradent la relation avec nos amis algériens, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De 68, dont nous savons tous qu'il est une des conséquences des accords d'Évian, c'est vouloir quoi? C'est vouloir ouvrir une guerre avec l'Algérie? Une guerre des mémoires, en tout cas? Tout cela est absurde. Il y a d'autres chemins. Aujourd'hui, nous réglerons la question de l'immigration, des Algériens détenus en centre de rétention administrative et que nous voulons renvoyer chez eux, qu'en accord avec l'Algérie. Ça implique le dialogue, ça implique le respect. Et ça implique la capacité d'assumer cette histoire que nous avons et qui est partagée et qui est si importante. Oh Lydia, excuse-moi, merci pour le des deux côtés de la Méditerranée. Pardon. Merci Dominique de Villepin d'avoir... Désolé, je suis à fond dans le sujet, excusez-moi, c'est intéressant les mecs, ce qui se passe aussi en Algérie. Parce que ça, c'est un autre problème diplomatique qui est... c'est aussi je vais pas dire que l'Algérie est une épine dans le pied de la France. Je dis simplement que la diplomatie de relation avec l'Algérie, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et Macron, il aide pas, encore une fois. Hein. Macron, il aide pas. Le Sahara occidental et marocain pleuré, bande de salopes. Ben merci, parce que je vais te ban. Et cassez pas les couilles avec tout ce qui est Sahara, etc. Parce que vous allez jamais être d'accord là-dessus. Et moi, j'ai pas envie qu'il y ait une guerre sur mon chat Twitch. Hein. Nique ta mère de mon stream, voilà. Merci Xavier pour le sub. Merci les mecs pour votre soutien. Vous êtes très nombreux à sub aujourd'hui. Et ça fait vraiment plaisir.